Écoutez, bonjour à tous. Bon, c'est très prétentieux comme slide, mais je me présente. Je suis Éric Level, je suis journaliste pour Archimag. Vous avez eu un exemplaire du magazine dans le sac qui vous a été remis à l'entrée. Donc ça fait un petit moment que chez Archimag on traite du digital asset management. Donc on connaît un peu le marché, pas aussi bien que vous, mais on en parle assez régulièrement. Et ce que je voulais préciser juste avant de démarrer, c'est que ça fait plusieurs mois déjà qu'on organise avec toute l'équipe d'Inden cet événement. Et je peux vous assurer qu'ils ont travaillé beaucoup pour... et cet été aussi, au mois d'août, enfin, on a échangé beaucoup sur le sujet pour organiser, vous accueillir dans les meilleures conditions et puis surtout que la V5 soit prête et une réussite et que vous séduise. Donc, en premier lieu, je voudrais quand même qu'on les applaudisse tous parce que c'est grâce à eux qu'on est ici tous aujourd'hui. C'est la fête d'éteindre Arnaud qui est un peu tendu depuis ce matin. Voilà. Donc, alors je vous rappelle rapidement le programme. On est ensemble 2 heures pour discuter autour évidemment du DAM, de vos usages, avec l'équipe aussi de Perles d'Histoire, Activo Consulting et l'équipe d'Inden évidemment. Il y aura un cocktail déjeunatoire avec 2 corners, un consacré à la réalité virtuelle, c'est ça, et un autre consacré à l'IA. Avec Xlim. Donc vous pourrez découvrir tout ça en bas lors de la pause du déjeuner. On aura 2 retours d'expérience, 2 témoignages, voilà, et puis vous aurez une session de coaching, on va dire avec presque de coaching, de gestion de projet, avec Pauline Leclerc de Perles d'Histoire qui vous parlera de tout ça. Voilà. Alors, auparavant, on voulait faire une intro sur le fait que le DAM, finalement, ça s'inscrit dans l'écosystème IT de toutes vos organisations. Chez Archimag, on traite souvent le sujet et on est toujours en train de dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que finalement, les logiciels se cumulent les uns aux autres et que ça forme un millefeuille souvent indigeste, mais en fait, chaque logiciel a finalement ses fonctions clés, ses fonctions dédiées. Et voilà, la première question que j'ai envie de vous poser à tous, c'est déjà pourquoi il faut un DAM pour gérer ces médias, ces vidéos, ces photos, et pourquoi on ne pourrait pas le faire avec un GED ou un autre logiciel? Alors, j'ai un micro, d'ailleurs, pour ceux qui veulent répondre. Alors, c'est une réponse collégiale à chaque fois, n'hésitez pas. Je pense qu'il est en marche. Oui. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Je suis ravi d'être là. Alors peut-être auparavant quand même, peut-être vous présenter tous parce que certains ne vous connaissent pas, donc l'équipe de Perles d'Histoire, Activo, et puis Arnaud, tous les autres, tout le monde connaît je pense. Très bien, oui, je me présente. Alors je suis Radouane Andrea Monessif, je dirige le pôle Archives d'Histoire de l'agence d'ingénierie historique, archivistique et culturelle Perles d'Histoire. En même temps, je suis chercheur associé à Sorbonne Université, donc historien des entreprises, historien de l'innovation. Et donc, avec Perles d'Histoire, nous accompagnons les entreprises dans des projets de valorisation du patrimoine, de conservation et de transmission du passé. Voilà. Et nous intervenons aussi sur des projets de thématiques sur les dames. Alors, je peux répondre rapidement à la question posée avec un angle plutôt projet patrimonial, projet historique, pour dire que effectivement, depuis quelques années, désormais, les dames devient un outil essentiel de la transformation digitale aussi des métiers, du patrimoine, de l'histoire, de la mémoire, des archives. Donc, il y a des nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui se sont ouvertes avec la diffusion de ces types d'outils. C'est clair qu'on peut aller au-delà de la gestion de l'utilisation d'un DAM, des questions de processus de création, de communication et de marketing, mais en l'utilisant également comme un outil pour préserver, pour transmettre, pour diffuser. Ça, on le voit, les effets positifs sur plusieurs aspects. Les premiers, c'est le fait qu'on arrive à gérer plusieurs médias, plusieurs typologies d'actifs en même temps. Alors qu'il y a quelques temps, la définition des périmètres sous les outils d'archivage en particulier et d'évaluation était très différente. Donc on arrive vraiment à mettre ensemble un patrimoine qui peut être exploité d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc les fonctionnalités certainement sont essentielles parce qu'on regroupe des fonctionnalités
les différentes typologies. Alors je ne parle pas uniquement de ce qui est l'indexation, de l'optimisation d'une base de données, mais de la partie diffusion, de la partie exploitation également. Donc dans un certain sens, pour les services patrimoine, pour qui s'occupent de ces métiers, avoir un outil de ces types permet de faire sortir un peu des cartes poussiéreuses, certains éléments, de les faire devenir des véritables actifs au service des projets d'histoire et de valorisation du patrimoine. Et clairement, ça assure également, avec toutes les fonctions des diffusions larges, une sorte de démocratisation aussi et d'accès à ces patrimoines, même pour dans chaque organisation. Alors, que ce soit une entreprise, que ce soit une organisation publique, une fondation, un musée, tout type d'organisation. Très bien. Merci Razvan. Alors le point de vue du consultant de chez Activo, pourquoi un DAM ça vous semble essentiel et vous ne pourrez pas faire avec autre chose quand même? D'abord, merci pour l'invitation ce matin. Très heureuse d'être là avec vous ce matin. Donc, moi, je suis Isabelle Roy, je fais du conseil en Digital Asset Management au sein du cabinet de conseil Activo. Donc, un cabinet de conseil qui accompagne nos clients dans la mise en place de choix de solutions de DAM, mais aussi de PIM et de CMS. Voilà pour la petite intro. Alors, ça fait très longtemps que je suis dans ce métier et je peux vous dire que des solutions de DAM, je me suis posé un petit peu encore la question en arrivant ce matin, ça reste vraiment l'idéal pour gérer tous vos assets numériques, des photos, des vidéos, des sons, des prints, parce que tout simplement, ça va devenir votre référentiel, votre seule source unique de données et ça va vous permettre de tout mutualiser. Et ce que je me suis dit en regardant un petit peu en arrière, c'est qu'il y a une profondeur fonctionnelle extrêmement importante dans les outils de DAM, puisque vous pouvez très bien remonter en amont en gérant tout le dépôt par vos photographes, vos producteurs, avec des uploaders, avec des workflows pour valider vos assets. Ça vous permet de gérer vraiment tout le cycle de vie de vos assets, de la production jusqu'à la diffusion et jusqu'à l'archivage et à la dimension aussi patrimoniale. Cette profondeur fonctionnelle, elle s'exprime en amont pour vous permettre de gérer tous ces workflows et elle vous permet également ensuite de vous interfacer dans tout l'écosystème numérique de votre entreprise ou de votre structure et c'est ça qui fait la force du DAM aussi, c'est que c'est très ouvert comme solution à travers notamment des API, vous pouvez interconnecter votre DAM avec votre CMS, avec une chaîne YouTube, avec plein d'autres outils. Donc c'est ça pour moi qui fait en fait la force du DAM, c'est cette profondeur fonctionnelle. Et on verra tout à l'heure, on parlera certainement d'intelligence artificielle. Ça rajoute encore une autre couche fonctionnelle et ça vous permet des gains qui sont extrêmement importants en termes de gouvernance de l'information et de vos données, en termes de rationalisation des processus, puisque quand je parle de workflow, c'est quelque part, vous gérez toute la chaîne de production de vos documents, de la production de visage jusqu'à la diffusion. Et puis ça vous prémunit en termes de risques juridiques, très important évidemment. Dans un DAM, vous gérez tous les droits. Vous gérez les droits d'auteur, vous gérez les droits à l'image, vous gérez le RGPD. Donc ça vous prémunit en termes de risque et ça c'est quand même pas négligeable puisque les utilisateurs qui ont accès, ils savent comment utiliser les médias. Et puis ça vous permet de sauvegarder tout votre patrimoine. C'est quand même important parce que, ok, il y a toute la production que vous avez tous les jours, mais il faut aussi se servir de ces outils pour préserver ce que vous produisez aujourd'hui qui sera votre patrimoine de demain. Tu as raison Isabelle, il y a un sujet, et il y en a deux d'ailleurs qui s'invitent dans le débat aujourd'hui. Si vous lisez Archimag et si vous allez sur les sites, vous allez voir qu'on parle beaucoup en ce moment de deux choses, de souveraineté numérique en un et d'IA évidemment en deux, avec l'IA générative depuis un an, on entend parler de ça. Alors, la souveraineté numérique, elle s'invite aussi dans les débats chez vos clients. Est-ce que c'est une demande, une exigence quelle est sa place dans les projets que vous menez, aussi bien en termes de valorisation qu'en termes de consulting pur? Alors, moi, déjà, je vais me présenter. Moi, je suis Frédéric Sanui, donc je suis CEO d'Activo, qui est un cabinet, donc je ne vais pas répéter ce que tu as très bien dit, donc que nous avons monté avec Manika Keshish depuis 5 ans. Et encore merci à toute l'équipe d'Arnaud Béranger pour cette organisation. Bon, première chose, tout ce que tu as dit, Isabelle, je dis amen, évidemment, je crois qu'on a dit l'essentiel. Avant de parler de souveraineté, je dirais aussi ce qui est très important, parce que nous, on est aussi acteurs en termes de diffusion, puisque l'année dernière, on a fait l'acquisition du site DAM News, on lance DAM News FR là, dans 15 jours. Et en fait, l'idée, c'est qu'on rappelle toujours, le DAM, c'est un moteur pour les médias et les métadonnées. D'accord, c'est extrêmement important. C'est pas parce que vous avez des vignettes dans une interface que c'est un DAM. Évidemment, vous avez Dropbox, vous avez Google Workspace, etc., mais il n'y a pas de métadonnées.
Donc c'est extrêmement important d'avoir ça. Et puis je donnerai juste un cas d'exemple avec des clients avec qui on travaille comme Michelin ou Cultura. Le même asset en haute définition. Et la haute définition aujourd'hui, elle est dans la main. Avec ces éléments, je fais de la 4K, de la 8K, je fais des photos de 48 millions de pixels. Et en JPEG, ça fait quand même 20 MB. Et ben, chez des clients comme Cultura ou Michelin, à partir d'un média, on diffuse sur plus de 150 canaux la même image. Et il y a une notion aussi de durabilité qui est importante. Au niveau de la souveraineté, oui, effectivement, je crois que c'est un sujet qui est important. Le DAM est là pour répondre à différents cas d'usage. D'accord ? Et il n'y a pas de cas d'usage, on va dire, mieux que les autres. On a eu durant le DAM l'année dernière une très bonne présentation avec le musée d'Orsay et puis Hayden, qui nous a montré finalement tout le potentiel du DAM aujourd'hui et tout le potentiel aussi du DAM et de la souveraineté. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je crois que pour un certain nombre d'acteurs, comme le musée d'Orsay, on est sur des contenus extrêmement qualitatifs et protégés, comme l'a dit Isabelle, en termes de droits, de contrats, mais aussi certaines marques, à un moment donné, qui sont... on nous dit souvent, par exemple, est-ce qu'il faut 1 ou 2 DAM dans une entreprise ? On n'est pas, évidemment, le seul DAM unique est toujours intéressant, mais on peut très bien, on voit de nombreux cas d'usage, nous, finalement, on peut avoir un DAM plutôt marque et un DAM plutôt patrimoine. D'accord ? Et dans un cas de patrimoine, on peut très bien imaginer, finalement, c'est le patrimoine de l'entreprise, on veut une certaine souveraineté autour de ce patrimoine, et imaginer finalement une solution possiblement hébergée en interne, ou en tout cas hébergée dans un contexte de souveraineté nationale, qui permet en tout cas de garantir en tout cas cette protection des données. Donc je crois que oui, la souveraineté elle est importante. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre des ornières autour des yeux et se dire qu'il n'y a qu'une vérité, qu'un seul chemin. La vie, elle est faite, comme je dis souvent, de 50 Shades of Flowers. Et à un moment donné, finalement, et ça c'est tout l'enjeu d'un éditeur, c'est quelle réponse technologique pour quel marché, finalement. Donc là, c'est un petit peu, et je pense qu'Arnaud en parlera mieux encore tout de suite, et puis lors des démonstrations de cette journée. Mais donc nous, oui, on dit la souveraineté, on va parler d'IA, évidemment, c'est aujourd'hui, même si c'est de plus en plus encadré, hein, et notamment, on sait que l'Europe encadre beaucoup plus que le reste du monde, ne serait-ce que, vous voyez, l'iPhone 16 est sorti la semaine dernière, l'iOS 18, etc., mais il n'y a pas d'IA, pour une raison simple, c'est que c'est autorisé aux US, mais c'est pas autorisé en Europe, etc. En même temps, vous avez Google qui a sorti son Pixel 9 avec Gemini IA et qui est autorisé. Elle est où la législation là-dedans ? D'accord ? Donc là, évidemment, c'est pour ça que la souveraineté est extrêmement importante à ce niveau-là et qu'à un moment donné, qu'on soit un musée et une marque, il est important d'avoir une traçabilité de ces contenus et de se savoir où ils sont hébergés, comment, avec quelle technologie. Arnaud ? Bonjour à tous, merci d'être venus, merci pour les invités. Alors pourquoi un DAM, juste en quelques mots. Alors pour moi effectivement c'est la principale question, parce que il y a plein d'autres outils, un Drive effectivement qui pourrait recevoir. La principale question c'est le média. Enfin voilà, quel est le sujet ? Est-ce que le média est au centre du sujet ? À partir du moment où le média est au centre du sujet, si vous avez 100 médias, il n'y a pas vraiment besoin, j'entends. Mais dès que vous commencez 1000, 10 000, 100 000, 200 000, 400 000 médias, là, il faut un moteur dédié à la gestion des médias. Et la gestion des médias, c'est au sens large, c'est-à-dire c'est forcément les photos, les vidéos, les documents, tout ce que la suite, tous les services communication, marketing peuvent produire. Et on va le voir donc, maintenant aussi également les fichiers 3D, les panoramiques, enfin tous les types de médias. Et donc à partir du moment où vous traitez les fichiers originaux que en très très haute définition, on avait l'exemple du musée d'Orsay, on en parlait, ce sont des TIFF de très grande dimension. Donc à partir du moment où vous avez les TIFF de grande dimension, les vidéos du 4K, vous devez assurer le streaming, la diffusion sur un ensemble de sites de marketplace. Enfin, il n'y a qu'un moteur dédié, et donc il n'y a qu'un DAM qui peut répondre. C'est faire, surtout sur une base de plusieurs centaines de milliers de médias. Donc ça, c'est la première question. Concernant la souveraineté, c'est un sujet central et par nature, vraiment central chez Hayden. Hayden, c'est une entreprise qui a fêté ses 25 ans, le produit PhotoDAM va bientôt fêter ses 20 ans. Donc on a grandi, l'entreprise et le produit a grandi aux côtés de ses clients. Et nous sommes un des derniers éditeurs d'âme à capitaux français, société française et à capitaux français. Et tous les choix qu'on fait sont souverains, que ce soit au niveau du moteur, des algorithmes, de l'interface, du développement, de l'équipe. Il n'y a pas de sous-traitance, rien, tout est fait en interne. Et même au niveau de l'IA, on a poussé la logique jusqu'au bout pour s'associer avec donc la
la recherche française. On travaille dans le cadre, donc on va le voir tout au long de la journée, avec le laboratoire de recherche d'Amia Lab. On est le seul à avoir un laboratoire de recherche. Et véritablement, nous développons avec le CNRS et l'Institut de recherche XIL nos propres IA. Donc la souveraineté chez Hayden, tout est souverain, tout est fait en France, à Poitiers. Et puis vraiment, on est épaulé. Au fil du temps, on est vraiment épaulé. On a été remarqué par l'Agence nationale de la recherche, par le CNRS, et voilà, qui nous accompagne pour nous aider à grandir. Donc voilà, souverain par nature, d'une part, et puis un moteur d'âme spécialisé dans le DAM depuis 20 ans. Et la question de la souveraineté, je pense que tu peux faire passer le micro. La question de la souveraineté se pose aussi avec l'arrivée de l'IA, l'intégration de l'IA, puisque dès qu'on parle d'IA, ça peut être de l'IA développée en interne, mais ça peut être de l'IA qu'on utilise, utiliser des moteurs sur étagère, et puis que les données que vous soumettez partent à l'étranger. Alors là aussi, c'est une question majeure pour les clients que vous avez. Est-ce que c'est un défi qui se pose? Et puis surtout, qu'est-ce que promet l'IA? Alors, on verra ça dans la démo, il y a des nouveautés en termes d'IA. Mais votre avis, votre point de vue sur l'IA et sur cette histoire de souveraineté avec l'IA, c'est aussi une question. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Alors moi je suis consultant digital chez Père d'Histoire. Je suis assez jeune là parmi nous 5. Mais... non, pas du tout. Donc voilà, donc moi les questions qui nous intéressent chez Père d'Histoire, c'est notamment ce que veulent les clients et les accompagner et les conseiller. En fait, il y a plusieurs voies vis-à-vis des DAM et de l'IA. Et surtout, il y a plusieurs voies quand on s'intéresse aux DAM avec des enjeux patrimoniaux. Parce que quand on parle de génération d'images, ça va moins intéresser un DAM patrimonial qu'un PIM qui va s'intéresser à du retail, ce genre de choses. Donc quand on parle d'IA, on parle de fonctionnalités. C'est souvent le plus intéressant, c'est de comprendre quelles sont les fonctionnalités en plus. Et c'est vraiment là où les choses sont intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Alors il y a des enjeux de souveraineté. Ce qu'il y a sous le capot d'une fonctionnalité, ça intéresse peut-être des techniciens. Mais pour prendre des décisions, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les fonctionnalités en plus, quelles sont les automatisations en plus, qu'est-ce qui va permettre de gagner de la vitesse, de faire parler de concert tout un tas de métiers différents autour des actifs numériques. Et là, il y a des choses intéressantes à dire. Mais chez vos clients, dans les projets que vous menez, l'IA, ça arrive dans les discussions Oui, et surtout, en fait... Est-ce qu'il y a une connaissance de ce que ça apporte? Il y a une connaissance très variable, surtout il y a des effets d'annonce de différents éditeurs de modèles d'IA, et donc les gens ont des connaissances variables, et donc c'est là où il faut essayer de remettre un cadre, essayer de reposer les choses étape par étape, quels sont les besoins, et essayer de proposer ce qui existe, et s'adapter aux clients, notamment sur les enjeux de souveraineté. Parfait. Quelqu'un d'autre veut réagir? Frédéric, Isabelle? Je dirais juste un point, parce que vous avez exactement mis le focus sur ce extrêmement important. Qu'est-ce que l'expérience client en fait? Voilà. Et je crois qu'il y a une vingtaine d'années, il y a le feu Steve Jobs qui répétait souvent dans ses conférences, quelle incroyable expérience on peut amener au client. Parce que finalement, le client, il va avoir un certain nombre, comme on dit, de fonctionnalités. Il faut qu'on améliore sa recherche, l'indexation de ses contenus. Indirectement, on ne va pas se cacher, comment c'est fait derrière, il s'en fiche un peu. Voilà. Évidemment, il y a cette notion de souveraineté, et c'est vrai que, et tout le mérite revient à Hayden dans cet effort de recherche, de collaboration, le tout en France, etc. Et Dieu sait qu'on est un pays qui est, je crois que l'été nous a montré qu'on est source de créativité extrême aux yeux du monde, mais c'est évidemment, il faut beaucoup d'investissement. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on parle de GenAI. Aujourd'hui, ce qui limite, quand on regarde la carte de JP Morgan sur l'évolution des possibilités de l'IA, c'est le processing. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de processeurs. Quand vous voyez qu'une société comme Nvidia a pris 1 trilliard en une année, quand on voit les capitaux qui sont mis dedans, c'est quoi cette course en fait? Et une course à quoi? Pour quelle expérience? Est-ce qu'on a besoin d'être armé comme pas possible pour retrouver son asset, alors que simplement des documentalistes qui sauront utiliser une IA, la bonne IA avec le bon choix pour indexer bien, c'est peut-être ça la vraie expérience client. Donc je pense que ce que vous avez défini est parfaitement juste. C'est quelle expérience pour quel service, et on n'a pas forcément besoin d'un grand attirail pour offrir ce type de service. Et moi je compléterais plutôt d'un aspect plutôt impact métier. J'avais envie de partager ça avec vous aussi ce matin. C'est que voilà, j'ai eu une occasion de discuter avec un formateur en intelligence artificielle. Et il m'a dit une chose, il a dit, ben voilà, en gros, il y a ceux qui sauront s'en servir,
qui prendront le train, vous, et puis les autres. Bon, au départ, j'avoue que ça m'a un petit peu perturbée. Je me dis, quand même, il est un petit peu fort. Et en fait, je me suis dit, ben non, en fait, il a raison. Parce que l'intelligence artificielle, je dirais même les intelligences artificielles, il y a plein d'outils très différents. C'est déjà là. Ça va extrêmement vite. Donc, il faut absolument en tant que professionnel de l'information, moi je suis documentaliste de formation, on s'éduque, on se forme et on apprenne à s'en servir. Après, moi je ne crois pas du tout que ça soit une menace pour le métier de documentaliste. Au contraire, je pense que c'est une aide en fait supplémentaire à l'indexation, alors à condition évidemment que ça fonctionne correctement en termes aussi d'expérience utilisateur, ça a été rappelé. Je pense que ça peut tout à fait nous aider. Vous savez, moi, voilà, je suis plus âgée. Oui, ça veut dire voilà, les jeunes vont s'en emparer et les vieux. Pas du tout, justement. Mais là, on a vécu la révolution d'Internet quand même quelque part, en tout cas pour ce qui me concerne. L'arrivée des moteurs de recherche, et pareil, on se posait déjà la question du métier qui allait disparaître. Ben non, il n'a pas disparu. C'est qu'il s'est transformé. C'est qu'en plus, on a eu, je pense, l'intelligence en tant que professionnel d'accompagner les clients, de les aider à savoir bien rechercher, à classifier, à valoriser en fait aussi ce qu'ils faisaient. Donc je pense que c'est une aide. Il ne faut pas du tout en avoir peur. Et après, je trouve que ça évolue en fait quand même ces dernières années. Parce que il y a quelques années, on avait encore, vous savez, des outils qui faisaient de l'indexation automatique, qui proposaient des mots-clés, mais alors c'était tellement générique que franchement, c'était pas intéressant. Et au contraire, ça pouvait même des fois, un peu comme professionnel, nous faire perdre un peu de temps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui évoluent, qui sont intéressantes à regarder de ce point de vue-là. Donc c'est aussi ce retour métier que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, il faut qu'on se forme, qu'on sache prompter, pour qu'on sache analyser les choses, que ça soit des gains, pour que peut-être ça nous libère aussi du temps pour travailler sur la valorisation des fonds, par exemple, sur l'éditorialisation. Ça nous amène d'autres choses en complément. Alors, pour ma part, je terminerai du point de vue de l'éditeur. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, le choix que nous avons fait, nous, notre slogan, c'est l'IA intégrée et souveraine. Alors, souveraine, tout le monde comprend, tout est développé. En tout cas, c'est pas développé que dans notre équipe, elle est trop petite, voilà, c'est développé au travers d'un laboratoire qui fait partie d'un ensemble plus important de la recherche française. Mais pour revenir, en tout cas, et elle est surtout intégrée. C'est-à-dire, ce qu'on cherche à développer, c'est une IA qui fonctionne dans le produit, conçue pour le produit, et c'est vraiment de l'IA de service. Donc l'idée, c'est de travailler, on travaille avec des iconographes, des documentalistes, et c'est vraiment d'obtenir des iconographes augmentés, qui permettent de gain de temps sur un certain nombre de fonctionnalités répétitives, mais en aucun cas on utilise des IA généralistes, plutôt en tout cas qui répondent à tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment, mais là on va en parler après, j'avance un petit peu sur les fonctionnalités, mais en tout cas c'est vraiment l'IA intégrée et l'IA de service qui a été conçue pour le produit et avec le produit. Oui, j'ai en réaction un peu tout ce que vous avez dit, effectivement. Je vais essayer un peu de repositionner. C'est un temps, avec ma casquette d'historien, on a la question de l'automatisation, de l'optimisation. Bon, c'est quelque chose qui fait partie du temps long de l'histoire, j'oserais dire, notamment sur la partie de l'informatique. Donc, essayer d'automatiser, essayer de traiter la complexité. Donc, c'est toujours le challenge des éditeurs, de qui gèrent les infrastructures, l'informatique en général, mais pas que, dans l'histoire de l'innovation. Donc je veux dire qu'effectivement, avec tous les éléments qu'on évoque, et nous on le voit bien chez nos clients, les évolutions qu'il y a eu sur les dames au fil des dernières années, au cours des dernières années, ont ouvert des opportunités très importantes. Je parle du côté des projets de patrimoine, d'histoire, sur la gestion du patrimoine en général. Il y a quelques années, un projet prohibitif comme la réalisation, la reprise d'un fonds ancien iconographique d'histoire des photos historiques de l'entreprise qui date de plus de 50 ans, 60 ans, avec des volumétries incroyables, était presque prohibitif. Enfin, c'était un chantier qui s'est étalé sur plusieurs années. Maintenant, effectivement, avec les automatisations, l'intégration de l'IA, l'accompagnement, l'indexation, l'automatisation de certaines tâches, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, ce qui permet d'aller assez vite de s'élancer sur un projet sur une phase d'emprunt. Voilà, de rentabiliser, de stabiliser le patrimoine, de le préserver pour se lancer après dans une phase de valorisation qui à l'époque était beaucoup plus... c'était des processus qui étaient longs, sur le temps plus long. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à tous, à moins que... Il y a peut-être en petite en guise de conclusion, puisque il y a un sujet aussi qui nous suit cette année, c'est la politique. On est français, mais on est aussi européen, à un moment donné.
Donc la question un petit peu qu'on se pose, c'est que finalement il y a cette notion de souveraineté. Est-ce qu'elle est nationale? Est-ce qu'elle est européenne? Et si demain on veut, il ne faut pas se leurrer, la bataille elle se joue à coups de milliards. Si on veut lutter en tout cas contre les AWS et compagnie, je pense que nous on a pour but de toujours dire chez Activo, on est toujours meilleurs ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en réflexion au niveau de l'Europe. On a toujours tendance un peu à dire les États-Unis sont devant, la Chine copie, puis l'Europe régule. Mais je pense que sur cette mauvaise représentation, on peut aussi se poser et laisser la place à l'innovation. Et ça, c'est extrêmement important. Une bonne expérience client, c'est aussi l'innovation. On n'est pas, nous, de notre côté chez Activo, hyper enthousiastes des innovations qu'on a vues sur le marché, puisque via les Temcorp avec lesquels on teste les solutions, c'est pas la grande fête cette année. Voilà, il n'y a pas énormément d'innovation, il y a plus d'innovation dans des PIM ou des CMS typiquement. Donc c'est pour ça que l'initiative, en tout cas d'Aiden, elle a le mérite d'être soulignée et d'être encouragée. D'ailleurs, possiblement même être encouragée au niveau national par l'État. Je pense qu'on dépense suffisamment, puisque ça aussi c'est un sujet d'actualité. Mais je pense que c'est à un moment donné, il faut donner aussi les chances à nos éditeurs français. Et puis après, se poser cette réflexion au niveau de l'Europe. Parce que je pense qu'il y a suffisamment d'investissements qui sont faits de droite et gauche, et je pense qu'à mon avis, ça mériterait un soutien renforcé. N'est-ce pas, Arnaud? Aiden va t'en dire. Eh bien, merci pour cette conclusion, merci à tous. Et puis maintenant, on place aux nouveautés et aux innovations. Merci à tous.